Bienvenue dans notre émission Un verre bien tendu. Aujourd'hui, nous sommes chez un ami qui s'appelle Clément Piconnet, donc en Champagne, à Neuville-sur-Seine. Clément, tu connais la tradition. Pour commencer cette émission, on chine. Santé. Alors Clément, je suis content d'être chez toi aujourd'hui, puisqu'en fait, on n'a pas l'occasion de se voir très très souvent. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous expliquer un peu qui tu es ? Avec plaisir. Bienvenue donc à Neuville-sur-Seine, sur la partie la plus au sud de la Champagne. J'aime à dire la côte d'Azur de la Champagne. On est ici à peine 7 km de la Bourgogne. Et c'est un peu la caractéristique principale de notre village, c'est qu'on fait des champagnes sur des terroirs bourguignons. Et je trouve que c'est un bel assemblage de régions et de pratiques vigneronnes. Donc c'est un peu l'endroit du Pinot Noir où le Pinot Noir est bon, puisqu'on n'est pas loin des Rissets. On n'est pas loin des Rissets. Les Rissets, c'est un village mitoyen avec Neuville. Alors moi, la blague, c'est que mes parcelles les plus proches des Rissets, c'est mes blancs. Mais bon, malgré tout, ça fait des beaux blancs quand même. Mais oui, on a un terroir vraiment... 75% de Pinot Noir sur le village. Et on est sur des terroirs très argilo-calcaires, avec des limons. Mais un terroir vraiment propice au développement du Pinot Noir sur le fruit. Sur des aromatiques assez juteuses, sur le fruit rouge marqué. Le challenge ici, c'est plutôt de garder des acidités assez élevées pour équilibrer ça, justement. Et voilà. Et du coup, toi, étant donné que tu es déjà une belle maison bien installée, comment tu approches le champagne? C'est-à-dire, quelle est ta démarche, quelle est ta recherche? Est-ce que tu te diriges vers le bio ou pas? On parlait tout à l'heure un peu des vins nature et des dérives qu'on pouvait trouver. Quelles sont tes positions par rapport à ça? Alors, pour refaire très rapidement l'histoire, moi je suis avec mon épouse Agathe, on fait du champagne depuis 2014. Parce que notre famille, historiquement, enfin ma famille de mon côté, historiquement, on est producteur de raisins. Mon grand-père et mon père étaient producteurs de raisins, vendus à la coopérative du village. Mon grand-père, il est même fondateur de la coopérative en 1950. Et aujourd'hui, j'ai toujours un attachement assez fort à la coopérative. Mais tout ça pour dire que notre attachement premier, vraiment le plus important, il est au raisin. Et moi, j'aime à dire que je suis encore producteur de raisins. Et le but du jeu, chaque année, c'est de produire le plus beau des raisins pour faire un bon champagne. Mais c'est vraiment d'être focus sur le raisin. Donc c'est passé par une évolution agronomique assez marquée sur le vignoble. J'ai la chance d'avoir un père qui a arrêté les herbicides en 2000. Et nous, on est en conversion bio depuis 2019 et donc première vendange certifiée bio en 2022. Donc l'année prochaine. Voilà, c'est des vins qui vont sortir l'année prochaine. Mais en revanche, ce que j'aime aussi, c'est que tu sois dans les vignes ou dans mes vins, qu'il n'y ait pas cette signature, des fois un peu nature, qui prend un peu le dessus en ce moment, où c'est des vignes qui sont à la limite laissées un petit peu en friche pour certains, je ne veux pas généraliser, mais pour certains, et pour des vins qui partent des voies avec des déviances un peu trop marquées. Moi j'aime que mon vignoble reste très bien tenu, c'est le plus important pour nous, et j'aime garder mes vinifications, même si elles sont très peu interventionnistes, très propres, très claires, avec des vins très droits, très précis. La précision, aussi bien à la vigne que dans les vins, moi c'est quelque chose de très très important. Admire, je témoigne qu'à chaque fois que je suis venu te voir, tu es souvent dans ta vigne, donc tu passes plus de temps dans ta vigne que dans ton bureau. Quand on te connaît, on voit tout de suite que de toute manière, tu aimes mieux être dehors qu'à l'intérieur. Mais pour toi, finalement, quels sont les ingrédients qui permettent de faire un bon champagne? Hormis, bien sûr, la qualité de la récolte qui doit être fondamentale, mais comment fais-tu, toi, pour essayer d'extraire au mieux la minéralité de ton terroir? Comment tu approches le sujet? La première chose, comme j'ai dit tout à l'heure ici, c'est vraiment de garder l'acidité naturelle des vins pour leur permettre de tenir à la fois leur aromatique fruité et frais et à la fois de tenir dans le temps. Et après, moi, l'idée de transmission vraiment du terroir au champagne, c'est d'avoir une vinification la plus neutre dans le sens pas apporter aucun élément extérieur. C'est pour ça qu'on est 100% en cuve inox pour tout ce qui est fait en Champagne. Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de dosage. L'idée, c'est vraiment de transmettre le plus brut possible du raisin au champagne avec des vinifications un petit peu réductrices, sans trop de SO2. On en met au pressurage et on n'en met plus du tout après. Vinification un peu réductrice sur lit fine pour avoir vraiment ce côté transmission du raisin. Aller chercher vraiment l'essence même du jus en champagne et pas intervenir. Parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment cette qualité de jus dès le départ. Voilà.
D'ailleurs, quand tu ouvres tes cuvées, en général, tu travailles sur l'ultra brut ou de l'extra brut, voire du brut zéro quasiment. C'est ça. On est en brut zéro parce que, comme je disais tout à l'heure, on est la Côte d'Azur de la Champagne, mais c'est pas qu'une blague. On a quand même des terroirs assez chaleureux. D'autant plus Neuville-sur-Seine, où on a vraiment le coteau qui est fermé sur le nord, un peu comme un cirque. Et tout le froid qui vient du nord, de Langres, et ben en fait il va jusqu'à Chablis, mais nous, grâce à cette protection naturelle, le froid il passe un peu au-dessus. Et on a souvent des maturités un peu supérieures que les villages autour, pardon. Et on a ce côté chaleureux assez facilement, donc à l'aveugle, dire que nos champagnes sont des brutes nature, c'est pas forcément évident parce qu'il y a vraiment cet équilibre douceur et acidité qui est assez équilibré, quoi. Ce qui est marrant, c'est que jusqu'à présent, en tout cas jusque dans les années 2000 peut-être 2010, le vignoble qui est la région des Rissey était connu pour ses rosés essentiellement, mais pas tellement pour son champagne. Ouais. Et là, on voit jaillir de partout des gars comme toi qui sont de plus en plus justement représentés dans les milieux enophiles, parce qu'en fait, gustativement, ça se goûte bien. Qu'est-ce qui explique ce changement? C'est le changement climatique ou c'est parce que les méthodes ont changé? C'est quoi le vecteur? Historiquement, l'Aube, c'est vraiment un terroir de producteurs de raisins. Et il y a une très grosse partie à l'époque, et encore aujourd'hui, qui partait dans les négoces, en fait. Malgré tout, au milieu de ces producteurs de raisins, il y avait quand même des gens qui travaillaient très très bien leurs vignes. Et la nouvelle génération, elle a eu un peu envie, depuis les années 2010, c'est vraiment ça, depuis les années 2010, de développer jusqu'au bout, de faire ses propres cuvées. Un bon exemple, c'est que nous on est installés en 2014. Depuis 2014, il y a 17 nouveaux domaines, là. En 11 ans, il y a 17 nouveaux domaines. Donc c'est des gens qui reprennent leurs vignes et puis qui finalement font de la bouteille. Donc il y a un vrai essor de la viticulture de Champagne dans l'Aube. Et c'est vrai que ça a donné une bonne bouffée d'air frais, je pense, au milieu champenois. On va pas se faire meilleur que les meilleurs, c'est pas l'idée, mais ça a apporté un peu de fraîcheur avec des champagnes plutôt sur le brut nature, plutôt vraiment sur le terroir, moins d'assemblage, plus de cuvées parcellaires, plus de cuvées millésimées aussi, pour aller vraiment chercher ce côté vigneron, qui est une trace historique d'ici. Et là où c'est intéressant, nous on travaille beaucoup en gastronomie, et ça fait plaisir quand tu vas dans une très belle adresse, un très beau restaurant, où à la carte des champagnes, avant il y avait une ligne ou deux de l'Aube avec des marques qu'on connaît tous, comme et des très beaux domaines comme Drapier ou des Sorbet, ou voilà, des très beaux domaines, belles références. Mais aujourd'hui, l'Aube, elle est des fois 1 page, 2 pages, 3 pages. Il y a même des restaurants dans la Marne qu'on aime bien aller, et on est à égalité maintenant. Donc c'est génial. Tu goûtes beaucoup, hormis... Ça goûte beaucoup les copains, ouais. Les copains, et pas que les copains, on goûte beaucoup de champagne. Ouais. Moi, je fais partie d'un groupe de vignerons qui s'appelle Empreinte, et on est 8 vignerons associés d'ici. Et à chaque fois qu'on est en déplacement tous ensemble, c'est 10, 12, 15 bouteilles à l'aveugle des copains, enfin des autres champagnes, pour sans arrêt voir ce qui se fait, quoi. Un peu comme une veille, alors pas industrielle, mais une veille vigneronne. Ouais, tu regardes un peu les tendances. Et toi qui bosses beaucoup dans la vigne, est-ce que tu constates des changements dans ta manière de la gérer? Est-ce que le côté erratique du climat rend les choses beaucoup plus compliquées? Quelles sont tes visions, toi, de la manière dont tu vas gérer le réchauffement climatique? Est-ce que tu vas jouer sur la masse foliaire? Est-ce que tu vas jouer sur une manière de tailler ta vigne? C'est quoi tes réflexions? Ou la vigne large? Puisque je sais qu'il y a aussi ce sujet-là qui existe. Ouais, tout à fait. La vigne large, ça va être un sujet primordial pour les prochaines années, à cause du réchauffement climatique. Il y a aussi une partie à cause du problème de main-d'œuvre, de disponibilité et de formation de la main-d'œuvre, mais ça, on y travaille. Moi, j'ai encore un stagiaire qui va commencer en juillet, là, un stagiaire BTS. Mais pour en revenir au réchauffement climatique, il nous amène 2 problèmes principaux. Le premier, c'est qu'on a de moins en moins d'hivers froids, et donc des hivers qui mettent de moins en moins la vigne en vraie latence. Et du coup, la vigne, elle recommence à pousser plus tôt dans la saison. Et comme malgré tout, on a toujours une période de froid fin avril, début mai, et la vigne, comme elle est commencée à pousser plus tôt, elle est d'autant plus sensible à cette période de froid fin avril, début mai. Donc là, le challenge, c'est de tailler le plus tard possible pour que la vigne commence à pousser le plus tard possible et qu'elle soit de plus résistante possible naturellement au froid. Des fois ça marche, des fois ça marche pas.
Et il faudrait pas aller trop loin non plus en attendant trop longtemps, parce que si la vigne est trop poussée et qu'on finit la taille trop tard, il va y avoir un phénomène de pleurs trop important et la vigne elle peut s'épuiser en fait à se cicatriser si la taille est faite trop tard. Ça c'est le premier problème dû au réchauffement climatique. Et le deuxième problème c'est bien sûr les étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Et c'est exactement ce que tu as dit, on travaille beaucoup sur la masse foliaire, sur la surface foliaire. Et à l'époque de mes grands-parents, on coupait les vignes pendant l'été à peu près 1,10 m de haut. Et aujourd'hui, on est plutôt à 1,60 m, 1,65 m pour aller vraiment chercher de la hauteur qui va permettre à la vigne de transpirer davantage et donc de réguler mieux sa température. Et en plus de travailler avec des ombres portées pour protéger la vigne comme un parasol, mais elle-même, quoi. Donc voilà. Les deux éléments, c'est taille un peu plus tardive et augmentation au maximum de la surface foliaire pour protéger la vigne des canicules l'été, ouais, vraiment. Parce que toi qui as beaucoup de pinot noir, c'est quand même un cépage qui est sensible à la coulure. Donc si tu as trop de réchauffement, tu risques d'avoir un problème de fleurs. Ça c'est aussi, ouais. Donc il y a vraiment ça, c'est la taille qui va le gérer. On évolue beaucoup parce qu'en viticulture, il y a toujours un phénomène qui dit on a toujours fait comme ça et ça marche. Et là, on se rend compte que ce qu'on a toujours fait, ça marche un peu moins. Ouais. Donc on se forme beaucoup là, avec mes collaborateurs. Ça fait 2 hivers où on fait des formations taille avec différents nouvelles lignes de taille, quoi. Là on suit une formation avec Marceau Bourdarias qui s'appelle la taille physiologique. Ça permet d'optimiser les réserves de la vigne et vraiment d'adapter la charge de la vigne à ce qu'on veut faire comme récolte et comme raisin à la fin. Et ça fait plaisir parce qu'on commence à avoir des résultats. Alors ça fait que 2 ans, mais c'est toujours dur d'emmener une équipe qui a toujours travaillé de la même façon depuis toujours. Et là, on se rend compte quand même que, en le faisant, naturellement, on voit une belle évolution. Et voilà, en fait, c'est l'apprentissage par la pratique qui est de toute façon le plus performant, quoi. Dans tes cuvées, pour les citer un peu, parce que tout le monde ne les connaît pas encore, mais donc il y a le blanc de noir que tu fais, qui est généralement, donc on en parlait tout à l'heure, mais quasiment un millésimé, puisque finalement tu ne sors qu'un millésime à chaque fois. Tu n'as pas une réserve comme les grandes maisons de champagne qui peuvent se permettre de faire l'assemblage. Donc chaque année est une identité différente de ton champagne. Tu as les 3 cépages, donc tu as un cépage donc adapté, donc à peu près un tiers. Ça dépend, c'est vraiment en fonction de l'année. Je veux que, comme là non plus pour le 3 cépages, il n'y a pas d'assemblage de vin de réserve. J'essaye de garder une identité de cuvée, 3 cépages, une signature 3 cépages, avec toujours l'impact de l'année. D'accord. Et en fait, la proportion de pinot noir, elle change assez peu. C'est souvent entre 50 et 60% de pinot noir. Et la partie raisin blanc, donc pinot blanc et chardonnay, c'est plutôt ces deux-là qui vont jouer. Avec les années un peu plus fraîches, donc un peu plus sur l'acidité, il y aura un peu plus de pinot blanc pour garder ce côté crémeux de cette cuvée. Et les années un peu plus chaudes, comme peuvent être 19 ou même 21, et là on va mettre un peu plus de chardonnay pour apporter un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'acidité sur la fin de bouche, quoi. D'accord. Et puis après, tu as des parcellaires. Voilà. Donc 3 parcellaires, je crois. Ça vraiment, ça dépend des années, mais on est parti sur 3 au départ. Ouais. Et autant pour le blanc de noir, le 3 cépages et le rosé, les vignes de Charles, c'est vraiment un travail d'assemblage d'une seule année, mais c'est quand même un assemblage de toutes mes parcelles ou presque. Et à l'inverse, les parcellaires, comme leur nom l'indique, c'est une seule parcelle. Et j'aime bien dire que les cuvées blanc de noir, 3 cépages et rosé, c'est moi qui décide, un peu. Et les parcellaires, c'est l'inverse, c'est vraiment la parcelle qui va décider d'être elle-même. Quand le vin est bon, il finit en parcellaire parce qu'il se suffit à lui-même, quoi. Et du coup, ces 3 parcelles, tu les as choisies par rapport à leur roche-mère ou simplement parce qu'elles avaient vraiment une exposition complètement différente et qui fait qu'elles en font des vins vraiment supérieurs? Ça s'est vraiment décidé quasiment en dégustation à l'aveugle en cuverie, en fait. Ok. C'est vraiment les vins qui ont décidé que ça deviendrait parcellaire. J'ai travaillé un peu dans l'autre sens. Souvent, on a des idées, c'est exactement ce que tu dis, telle parcelle, elle est exposée de telle façon, elle est sur tel sol, elle devrait donner quelque chose de grand. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça marche pour une, c'est la Bretonne, qui est la parcelle la plus vieille, sur des terroirs que je préfère, et ça c'est une parcelle qui est quasiment tous les ans en parcellaire maintenant. Pour les autres parcellaires, que sont les Valmentra, la Lampe, la Chape, et ça c'est vraiment, quand je suis en cuverie, le vin me plaît, c'est le vin qui décide. C'est vraiment on décide à l'inverse, quoi. D'accord. C'est l'idée. Ouais. C'est vraiment se laisser emporter par un vin
dans son entièreté, quoi. C'est ça l'idée. Et du coup, puisque en fait, moi, ce qui m'avait toujours surpris avec ces cuvées-là, c'est leur prise de mousse et la finesse de bulle qui est assez exceptionnelle. Est-ce que tu as eu la curiosité de les garder un peu pour voir comment ça évolue sur le temps? Là, on commence à faire évoluer un peu, parce que bon, on n'a que 10 ans d'ancienneté, mais on commence à redéguster nos premiers millésimes. Et on est content parce qu'on garde ce côté vraiment crémeux de la mousse. C'est pas la mousse aux gazeuses Perrier, il y a vraiment un côté enrobant. Et ça, je pense que c'est vraiment nos argiles qui permettent ça, parce qu'on a des équilibres en bouche grâce au terroir argileux, qui a vraiment une base fruit, une base presque un peu tanin assez forte. Et du coup, la bulle, elle est là comme soutien, comme accompagnement. Elle n'est pas là comme identité première du vin, quoi. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Et sur la partie vinif, bon, un des grands secrets des champenois, c'est leur liqueur d'expédition, etc. Donc j'imagine que ça, tu gardes évidemment ta recette. Mais est-ce que tu peaufines ta recherche aussi là-dessus? Est-ce que tu pratiques les soleras? Est-ce que tu cherches ou au contraire tu restes très simple parce que tu ne veux pas jouer sur tes amers ou... La partie vinif sur les 3 cuvées que je fais tous les ans, donc que sont le blanc de noir, 3 cépages et rosé, vigne de Charles. Ça, j'aime garder cette vinification très simple, comme je le fais depuis le début. 100% inox, pas de collage, pas de filtration, pas de dosage. J'aime garder cette identité assez brute de vigne. Et j'ai commencé mes parcellaires comme ça. En revanche, depuis quelques années, depuis 2020 maintenant, on commence à avoir un peu de fût en cuverie pour essayer certaines choses. Alors certaines fois ça me plaît et ça finit en bouteille, certaines fois ça me plaît moins, ça part plutôt dans l'assemblage ou même c'est vendu à d'autres maisons. Parce que faut jamais dire jamais, faut toujours essayer. Donc là j'ai des parcellaires qui sont en fût maintenant. Il y a notamment un Bretonne 2023 qui sera uniquement en magnum, qui est uniquement un seul fût, une seule pièce de vin c'est un fût de 300 litres de Mâcon, de 3 vins de Mâcon que j'ai récupéré. Et ça a fait un truc que quand on a goûté, vraiment on s'est dit non, ça ira très bien. Et on l'a mis en magnum pour le faire vieillir un petit peu plus longtemps, comme tu disais, pour aller chercher vraiment cette finesse d'élevage un peu plus longue. Et donc il a fait 18 mois de fût, et maintenant ça fait 2 ans qu'il est en magnum, donc en vieillissement sur latte, et ça on va dégorger ça, on sait pas encore quand, on attend. D'accord. Et ce que j'aimerais beaucoup dans les années à venir, bon, on voulait le faire en 24, mais 24 on a pris une telle carafe qu'il n'y a pas de raisin, donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, mais ce que j'aimerais c'est essayer le béton, parce que c'est un matériau assez récent, hein, mais que je trouve assez noble, notamment pour les équilibres. Et je suis pas forcément fan du bois pour mes vins, de l'élevage en tonneau, et je pense qu'avec le béton je peux trouver quelques caractéristiques du bois sans avoir l'aromatisation avec des guillemets, hein. Voilà, j'aimerais tu veux garder de la tension, quoi. Exactement. Garder de la tension, mais apporter un côté un peu plus matière. L'inox j'adore parce que c'est neutre, dans le bon sens du terme. Béton, on va peut-être apporter un peu de matière, un peu de vibration, c'est un peu ça qu'on va aller chercher. Il y a une question que je me pose aussi souvent, c'est toujours un peu la question qu'on se pose sur la manière dont la finesse de bulle s'obtient. Et quand tu discutes avec des vignerons, notamment de la Côte des Blancs, ils vont t'expliquer que c'est parce que les profondeurs des caves permettent justement, dans la maturation, d'obtenir cette finesse de bulle. Bon, ici, je pense que vous n'avez pas ces caves en tuve qu'on peut trouver, ces caves calcaires qu'on peut trouver en Champagne. Du coup, comment toi tu l'obtiens, ta finesse de bulle? Parce que les bulles sont toujours très fines dans tes champagnes. Nous, on a fait déjà 2-3 essais. Déjà, le fait de ne pas coller les vins, ça laisse un peu plus de protéines dans les vins. Et du coup, ça fait qu'il y a une base de création de bulles plus importante. Donc, plus il y a de bulles, plus elles sont petites, hein, parce qu'il y a la même dose de CO2 au départ. Donc, plus il y a d'éléments qui vont faire apparaître les bulles, plus elles vont être nombreuses et plus petites. Et on a fait un deuxième essai aussi. Comme j'aime bien garder des tensions assez marquées, des acidités assez élevées dans mes champagnes, parce que j'aime bien finir sur des bouches vraiment sur la fraîcheur, sur la tension, on s'est permis de diminuer un peu le sucre ajouté pour la prise de mousse. Et du coup, en Champagne, la règle, c'est que normalement, on tire à 24 grammes de sucre par litre, et là, on tire à 21. Donc nous, on a fait des essais sur la prise de mousse. Au tout début, quand on a commencé à travailler, on a tiré comme tous les champenois à 24 grammes, et j'ai fait des essais à 23, 22, 21, 20, 19. Et ça se joue au gramme, hein, c'est des détails de détails. Mais moi, j'ai trouvé mon équilibre à 21 grammes. Donc c'est entre 21 et 22, hein, c'est pas d'une précision parfaite, mais
Et ça permet d'avoir une mousse un petit peu plus crémeuse. J'aime bien cette sensation d'avoir un vin assez puissant, un vin assez charnu. Et donc la mousse, elle vient vraiment en support enrobante de ce vin. D'accord. Et c'est parce que, encore une fois, on est vraiment proche Bourgogne. On a un peu l'esprit bourguignon chez nous. Et j'aime bien cette notion de vraiment élaborer un vin, le meilleur vin possible, et que l'effervescence soit en support. Et pas travailler dans l'autre sens où on sait qu'on fera du champagne et on se focalise uniquement sur le champagne. Nous, on aime bien travailler en millésime, de plus en plus en parcellaire, à la bourguignonne. Y a pas de... Et du coup, dans le plaisir de Clément, c'est quoi? C'est le champagne d'apéritif ou tu manges avec ton champagne? Moi, j'aime bien le champagne pas compliqué, assez simple. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on est deux, la bouteille, elle descend assez rapidement et on a vite envie d'aller en chercher une deuxième. Donc, par exemple, si on prend le blanc de noir ou même le rosé d'ailleurs, je trouve qu'il y a un peu deux moments de dégustation, deux idées de dégustation. Soit on le sort assez frais de la cave à vin à 6-7 degrés, et là c'est comme tu dis le champagne d'apéritif où à presque n'importe quelle heure du jour tu prends une bouteille, paf, et c'est parti. Ou alors si tu le passes sur table, le premier verre sera sur cette fraîcheur, et si on le laisse évoluer en température, on va monter à température de vin blanc 9, 10, 11 degrés, 12 degrés des fois. Et là il y a vraiment le côté vin, l'effervescence elle se calme, le vin prend de plus en plus d'ampleur en bouche, de plus en plus de prestance, et là on mange avec. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aller vraiment chercher des accords. À la limite, un rosé, on peut aller le mettre autant sur une côte de bœuf ou un gigot d'agneau, les viandes assez juteuses, ou alors aller chercher de la finesse, comme peut être un carpaccio de Saint-Jacques ou de la langoustine à peine braisée. On peut aller chercher, je trouve, différents accords. Et ce que j'aime beaucoup, c'est, encore une fois, nous, on fait des finales assez sur la tension. Et du coup, pour accorder des mets et des vins, la tension, l'acidité, elle permet vraiment d'accompagner facilement le repas parce qu'elle réveille toujours un peu la bouche. Voilà. Bon, pour suivre après tes précieux conseils, je vais te poser une dernière question et puis ensuite on aura fait un peu le tour du sujet. Comment tu vois l'avenir du champagne? Comment tu vois l'avenir alors pas dans la partie exploitation viticole, parce que on en a parlé tout à l'heure par rapport aux masses foliaires, etc., mais par rapport à la manière dont les gens vont l'aborder, comment le monde du champagne va évoluer d'après toi? Je pense qu'un peu comme dans tout métier aujourd'hui, on se rend compte, on en parlait aussi tout à l'heure, que peut-être que dans les dernières années, on est arrivé un peu à un maximum pour plein de choses. Le maximum de voitures produites, le maximum de trajets en avion vendus, le maximum de pommes de terre produites. On est arrivé un peu à un maximum. Et la Champagne, c'est un peu ça. On se target de faire 320 millions de bouteilles par année. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, même la Champagne, qu'on pensait un peu l'ultime résistante, ça se tend un petit peu. Les volumes baissent, les ventes baissent, notamment dans les grandes maisons. Et je pense que la réflexion, elle est là. Produire sûrement un peu moins, sûrement un peu mieux. Pas forcément en certifié biologique, mais en tout cas essayer de travailler le mieux possible à la vigne. Avec un peu moins d'intrants, un peu moins de phytosanitaires, un peu moins de volume. Par contre, travailler mieux. Je pense qu'on en est là. Je pense que l'équilibre historique de la Champagne, il est peut-être à 300 millions de bouteilles. Et aujourd'hui, on est peut-être à 275, mais avec une meilleure qualité. Plus de gens qui élaborent des cuvées différentes, aller chercher de la précision. Je pense qu'on en est là. On a atteint des sommets, mais est-ce que c'était la meilleure idée? Peut-être pas. Il faut peut-être réfléchir un petit peu plus humblement, de travailler mieux avec un petit peu moins. Ça, je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Bon, écoute, en tout cas, merci encore pour toutes tes réponses, et puis on va pouvoir enfin trinquer encore à nouveau pour reboire un coup. Merci, à bientôt.